Dans l'imaginaire collectif, le droit est souvent perçu comme étant un simple instrument de régulation sociale, c'est-à-dire un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société, à résoudre les conflits ou encore à sanctionner les personnes. Cette perception du droit, je crois qu'elle est assez réductrice dans la mesure où le droit, c'est beaucoup plus que cela. Le droit, c'est aussi un discours qui se démarque assez facilement des autres, notamment par sa performativité, dans la mesure où, contrairement au discours littéraire ou au discours philosophique, le discours juridique ne cherche pas à convaincre ou à plaire ses destinataires, mais il s'impose. Le discours juridique se caractérise également par sa rigueur terminologique. D'ailleurs, le droit est l'une des rares branches des sciences humaines et sociales qui ne tolère pas la synonymie, qu'elle soit parfaite ou approximative. C'est-à-dire, en droit, les mots ne sont pas interchangeables. Et enfin, le discours juridique se caractérise également par ses méthodes de raisonnement et d'interprétation. C'est précisément ces caractéristiques du droit qui façonnent son champ scientifique en tant que discipline des sciences humaines et sociales. Et c'est notamment cette facette du droit, celle de son discours, que cette communication entend brièvement analyser. Voyons rapidement en quoi le discours juridique est performatif. Le discours juridique, il est locutoire, illocutoire et perlocutoire. En droit, dire, c'est faire. Donc le discours juridique ne se contente pas de constater ou de décrire la réalité, mais il la produit, il l'accomplit. Et c'est parce que la loi dit que quelque chose est permis, que cette chose est permise. C'est parce que la loi dit que quelque chose est interdit, que cette chose est interdite. Par exemple, lorsque le juge déclare qu'un individu est coupable, il ne s'agit pas d'une simple déclaration. C'est un énoncé qui produit des effets immédiats. D'ailleurs, dans certains cas, l'individu déclaré coupable perd certains droits, comme des droits civiques ou des droits politiques. Dans d'autres cas, cet individu paye des amendes ou encore va tout droit en prison. Et c'est précisément parce que le discours juridique est performatif qu'il exige une rigueur catégorielle et conceptuelle. Parce que si les mots ont des effets immédiats, alors le bon choix des mots devient une nécessité. Et c'est précisément en cela que le discours juridique exclut la synonymie. Le discours juridique, contrairement au discours littéraire plus particulièrement, ne tolère pas la synonymie. Dans le discours littéraire, par exemple, le littérateur ou le littéraire cherche parfois à changer de vocabulaire dans le but d'éviter la répétition ou la redondance. Alors qu'au niveau du discours juridique, c'est tout l'inverse. Le législateur ou encore le juge est tenu d'utiliser le même vocabulaire à chaque fois qu'il veut renvoyer à la même réalité juridique. C'est précisément cette rigueur terminologique qui fait que lorsque le discours juridique est appréhendé par le littéraire et que cette appréhension produit une friction. Cette friction peut se faire sentir notamment à travers le dictionnaire Le Robert par exemple, qui définit l'homicide comme étant le fait de tuer un être humain. Jusque-là, ça va. Mais lorsque le dictionnaire attribue pour synonyme à l'homicide des termes comme meurtre et assassinat, alors ici, ça ne va plus. Puisque pour un juriste, notamment un juriste pénaliste, les termes homicide, meurtre et assassinat, ce ne sont pas des synonymes. Voyons comment le droit marocain définit ces termes. L'homicide est défini comme étant le fait de tuer un être humain. Cette mort peut être soit volontaire ou involontaire. Alors que le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Donc, s'il n'y a pas d'intention ou de volonté mortifère, on ne peut aucunement parler de meurtre. Et enfin, il y a l'assassinat qui, lui aussi, c'est un meurtre, c'est-à-dire le fait de donner volontairement la mort à autrui, mais dans deux circonstances bien déterminées par la loi, qu'on appelle en droit pénal circonstances aggravantes. C'est la préméditation d'un côté et le guet-apens de l'autre côté. Donc, s'il n'y a pas de préméditation ou de guet-apens, donc on ne peut pas parler d'assassinat. Peut-être que vous pouvez dire qu'il s'agit d'une simple nuance ou d'un simple écart de langage et que ce n'est pas énorme. Mais pour un juriste, c'est totalement inadmissible. Et si vous voulez voir l'énormité de cette nuance, on peut voir rapidement les sanctions prévues pour chacune de ces infractions. Tout d'abord, il y a l'homicide. L'homicide est puni de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement en droit pénal marocain.
Le meurtre, quant à lui, est puni de la réclusion perpétuelle, c'est-à-dire la prison à vie. Et enfin, l'assassinat est puni de la peine de mort. Donc, dites-vous par exemple, vous êtes avocat, vous plaidez pour votre client qui est poursuivi devant la justice pour la commission d'un homicide. Alors que le fait que vous ne maîtrisez pas suffisamment la terminologie juridique, vous évoquez dans votre plaidoirie le thème assassinat à la place de l'homicide. Donc, vous voyez comment vous pouvez faire passer votre client de 3 mois d'emprisonnement à la peine de mort. Donc, il ne s'agit pas d'une simple nuance. Au même titre que les autres branches des sciences humaines et sociales, comme la sociologie, la philosophie, la psychologie ou encore l'histoire, le droit repose lui aussi sur des méthodes de raisonnement et d'interprétation si strictes que rigoureuses. Prenons brièvement le syllogisme. Le syllogisme, c'est un procédé qui est utilisé notamment en matière de philosophie et de la logique. Et sans risque de me tromper, le syllogisme le plus répandu en matière de la philosophie, c'est « tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». Une prémisse majeure, une mineure et une conclusion. Mais dites-vous que ce même syllogisme, avec toutes ses composants, est régulièrement repris par le discours juridique, notamment le discours judiciaire, puisque le juge, lorsqu'il prononce son jugement, il le fait souvent sous forme de syllogisme. Prenons un exemple. La loi 103.13 sanctionne les violences faites aux femmes 2 mois à 1 an d'emprisonnement. Prémisse majeure. Or, je ne sais pas, Omar a infligé des violences à sa femme. Prémisse mineure. Donc, Omar peut être sanctionné 2 mois à 1 an d'emprisonnement. La conclusion. Tout comme les méthodes d'interprétation. Je crois que l'interprétation, c'est l'une des caractéristiques, si ce n'est la caractéristique fondamentale, des sciences humaines et sociales. Le droit, lui aussi, a des méthodes d'interprétation strictes, rigoureuses et reproductibles. En droit marocain, on utilise notamment 3 méthodes d'interprétation. Il y a tout d'abord la méthode littérale. La méthode littérale, c'est la méthode qui oblige le juge à ne s'attacher qu'à la lettre de la loi. C'est-à-dire, le juge ne peut ni ajouter de mots, ni en retirer. En ce sens, il est tout simplement la bouche qui prononce la parole de la loi. Mais cette méthode est utilisée surtout lorsque la loi est claire, lorsque la loi n'est pas ambiguë. Mais ce n'est pas souvent le cas. Parfois, la loi est plurivoque, c'est-à-dire elle est susceptible d'interprétation plurielle. Alors le juge, il est obligé de l'interpréter. C'est à ce moment qu'intervient la deuxième méthode, qui est la méthode téléologique. La méthode téléologique, c'est la méthode par laquelle le juge ne s'attache plus à la lettre de la loi, mais il s'attache plutôt à son but, à sa finalité. Ou encore, il essaye de comprendre l'intention du législateur au moment de l'adoption de cette loi. Et parfois, il y a des cas dans lesquels le juge est confronté à une affaire pour laquelle la loi ne prévoit pas de solution. Alors que le juge, il est quand même tenu de juger, il est tenu de statuer. En ce sens, il applique la troisième méthode d'interprétation qui est la méthode analogique. La méthode analogique, c'est la méthode par laquelle le juge cherche dans les lois existantes une solution qui a été prévue pour une autre situation, mais similaire à celle qu'il doit juger. L'on a pu constater tout au long de cette brève démonstration que le droit, ce n'est pas simplement un outil de régulation sociale, mais c'est aussi un discours qui se caractérise par sa performativité, sa rigueur conceptuelle et catégorielle, ainsi que par ses méthodes d'interprétation et de raisonnement strictes, rigoureuses et reproductibles. Je vous remercie de votre attention.